Dans notre monde globalisé, le traditionnel clivage gauche-droite n'opère plus. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle politique. C'est la thèse du grand sociologue français Alain Touraine. Il est l'invité du Grand Angle. Bonjour Alain Touraine. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau du 64 minutes. Moi, vous êtes l'un des intellectuels français les plus importants de ces 60 dernières années. On peut dire votre âge ? 91. 91 ans, vous êtes l'un de ceux qui pensent et qui analysent le monde dans lequel nous vivons. Vous avez publié, si je ne me trompe pas, au moins une quarantaine de livres. Je vais en citer quelques-uns. Sociologie de l'action, l'après-socialisme, critique de la modernité. Pourrons-nous vivre ensemble, égaux et différents? Je crois que c'était en fin des années 90, c'est resté d'actualité. Le monde des femmes, et puis le dernier en date, Le nouveau siècle politique aux éditions du Seuil. Alors, pour vous, Alain Touraine, on peut dire que notre monde est en pleine mutation, une mutation que vous qualifiez d'historique, et la France et les Français auraient tardé à s'en rendre compte de cette mutation? Oui, je dirais, je ne porte pas de jugement de valeur, mais je dis ceci, tout a changé depuis 50 ans ou même moins que ça. Nous sommes sortis, nous le sentons bien, technologiquement, économiquement, internationalement, nous sommes sortis de ce qu'on appelait la société industrielle et qui reposait essentiellement sur le monde atlantique, disons, Amérique du Nord. Et on ne sait pas par quoi la remplacer. Oui, mais il y a déjà des choses qui sont en place. D'ailleurs, on vous parle tous les matins du digital. On vous dit qu'il y a une nouvelle frontière qui s'est créée. Et je dirais, il y a deux choses fondamentales. La première, c'est que les nouvelles industries les plus importantes, c'est celles qu'on appelle les industries des communications. Pourquoi sont-elles importantes ? Pas parce que la télévision, c'est plus important que l'automobile ou le verre. Non, parce que le pouvoir, lorsque vous avez des communications à gérer, ça consiste à modifier, influencer l'esprit, pas le corps. C'est pas les biens et les capitaux qui donnent le pouvoir. C'est la capacité de modifier, vous le savez bien, c'est vous qui le faites. Vous comprenez, vous le faites honnêtement, mais vous le faites. L'influence des médias, par exemple. C'est pas un détail. Et aujourd'hui, ce qui constitue le pouvoir, ce que veut, mettons, un dictateur, qu'est-ce qu'il prend, le dictateur? Il ne va pas s'emparer de la Sorbonne, il s'empare de la télévision. Il s'empare de l'endroit où on peut influencer les têtes, les esprits. Bon, et par conséquent, les nouveaux mouvements sociaux, la nouvelle vie politique, ça se joue là-dessus. Et justement, vous dites que notre monde politique, que l'offre politique, pour dire les choses autrement, ne s'est pas adaptée à cette mutation. Non, c'est absolument exact. Et je vous dirais même, de manière tout à fait neutre, qu'on peut penser au total que la gauche, parce que la gauche fait plus appel à des pensées, à des idées, à des idéologies, est probablement plus attardée que la droite. Ouais. Alors, par exemple, vous dites que dans votre livre que la France est à la veille d'un grand rendez-vous électoral. On sait qu'il va y avoir les élections de 2017, mais c'est pas surtout ça que vous dites dans votre livre. Vous dites que ce sera un choix entre le passé et l'avenir. Alors, le passé, c'était Sarkozy et Hollande. Ça, ce problème-là, il est réglé. Non, le passé, c'est les mots que vous avez employés toute votre vie et moi aussi. Il y a les socialistes et les libéraux, il y a la droite et la gauche. Ça, ce clivage-là, droite-gauche, il est périmé. Il n'est pas périmé, si vous voulez, il change de contenu. Parce que autrefois, vous auriez très bien pu dire les Armagnacs c'est la droite et les Bourguignons c'est la gauche, ou le contraire, je ne sais plus très bien. Mais non, bien entendu, je n'ai pas dit qu'il n'y a plus d'opposition entre, si vous voulez employer des mots qui ne veulent rien dire, les gros, les petits, ça. Bon. Mais ce qui a changé, c'est quand même tout à fait essentiel, c'est d'abord le problème que nous vivons tous les jours, et en France plus que partout ailleurs, mais c'est ce qui commande, c'est les souverainistes et ceux qui acceptent la globalisation. Bon, vous venez de voir Brexit, vous venez de voir les Anglais, les ouvriers anglais, donc la gauche anglaise qui fait sortir l'Angleterre de l'Europe. Vous venez de voir de manière totalement inattendue le candidat ex-républicain, pas tellement républicain américain,
qui fiche en l'air toute l'aristocratie et les intellectuels d'ailleurs aussi américains. Et en France, le Front National est aujourd'hui quantitativement probablement le parti qui est le plus à même en ce moment, dans 3 mois, j'en sais rien, d'avoir le plus de voix, je ne dis pas d'élus, j'en sais rien, etc. Et tout ça, Monsieur Renzi vient de perdre son référendum. Vous avez prononcé le mot de souverainisme. Pour vous, le souverainisme, ce n'est pas... C'est un choix fondamental. Mais ce n'est pas la solution. Alors, ce n'est pas dans ce lieu à moi à prendre une position de parti. D'accord. Mais en quoi je suis un choix profondément persuadé que dans un monde qui est ouvert, où le commerce est essentiellement international, fermer les portes aux marchandises, aux hommes, aux idées qui viennent d'ailleurs, c'est s'enfermer dans le fond de la cour. Ouais. La France est un pays qui vit, comme d'autres grands pays, qui vit de l'international, qui vit des échanges. Comment est-ce qu'on va pouvoir vivre d'échanges si on ferme notre porte? Vous pensez bien que si nous fermons notre porte, les autres ferment la leur. Ouais. Et vous devenez un petit pays dans son petit coin. Il y a beaucoup de pays. La Grèce, qui a été un pays illustre, est restée en dehors. La Turquie, qui a été un pays illustre, a été un pays qui est resté en marge pendant des périodes plus ou moins longues. Donc je dirais, oui, il me semble qu'il est fondamental de jouer l'avenir et pas le passé. Donc de jouer l'ouverture, mais ça ne veut pas dire n'importe quelle ouverture. Et c'est ça, le premier grand débat, et qui est un débat très sérieux. À quoi ça sert? Je m'excuse de parler de manière qui manque de respect apparemment. À quoi ça sert l'État national? Nous sentons bien qu'il ne s'agit pas seulement de servir, qu'il y a des significations, des symboles, des valeurs, et surtout la France qui s'est identifiée. La France est le pays de tous les pays qui s'est le plus identifié à des valeurs générales. Liberté, égalité, fraternité, c'est quand même pas mal. Il y a les valeurs de l'État aussi. L'État, c'est très important en France. L'État, c'est important, mais l'État est important en France comme la nation, dans la mesure où il s'estime porteur de valeurs universelles, celles, pour parler vite, de la Révolution française. Ce qu'on pourrait appeler la République. Mais oui. Mais ça, c'est le sens positif donné à la République, c'est-à-dire les Allemands ont plutôt conçu la nation comme à la fois une terre, si je puis dire, et une culture, y compris une langue, une poésie, une littérature, enfin, des choses les plus nobles qui soient, en même temps que la race. Les Français n'ont jamais voulu ça. La définition la plus connue donnée par un Français, Ernest Renan, c'est la nation, c'est la volonté de vivre ensemble. Ce qui n'est pas mal comme formule. Qui est-ce qui pourrait incarner, à l'aube de cette élection de 2017, ce nouveau siècle politique? Emmanuel Macron, par exemple? Moi, je n'ai pas ce sentiment. J'ai une réponse prudente. Je vous dis, mais ferme. Je vous dis que je crois personne. Je veux dire par là, nous n'allons pas élire le président de la République qui va nous faire entrer dans l'avenir. Nous allons élire un président de la République dont le rôle est de nous faire sortir de l'impasse. Et pendant ces 5 ans, les autres vont se préparer. Et la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, je n'en sais rien. Mais celui qui aura le plus découvert le langage de l'avenir gagnera la vraie grande élection, celle de 22. Alors, par exemple, on sait que la droite s'est choisie comme candidat François Fillon. Est-ce que vous diriez que le programme de François Fillon est un vrai programme de droite? Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est même quand même très intéressant parce que je ne fais pas de politique, comme on dit. Mais enfin, toutes ces voix qui sont arrivées en quelques semaines, elles viennent bien de quelque part. Elles viennent d'où? Eh bien, elles ont d'abord été prises à Sarkozy. Bon, première, que signifie Fillon? Je ne sais pas ce qu'il fera comme président s'il est président, mais je sais qu'il a éliminé Sarkozy. C'est déjà quand même quelque chose d'important.
Mais on peut aussi penser qu'il a dû piquer quelques voix à Madame Le Pen, ce qui était arrivé après 2002. Bon. Donc, si vous voulez, Fillon représente, en faisant appui sur une définition assez traditionnelle, et en particulier, c'était très intéressant, faire appel au thème catholique, au thème religieux, thème partout présent dans le monde, mais en France, on n'en parlait pas. Bon, tout ça, si vous voulez, avec d'une certaine manière une image prudente, un peu traditionnaliste, un peu France de l'Ouest, si vous voulez, c'est pas la France de l'Est ou du Nord, ou du Midi. Bon, mais cela veut dire transition. Moi, je pense qu'il est... Mais ça aurait pu être Juppé, mais ça pourrait être Macron. Je veux dire, je ne crois pas que nous aurons un président qui marquera la ligne des 20 prochaines années. Mais la fonction de transition, elle est fondamentale. Si vous ne sortez pas du goulot de la bouteille, vous restez enfermé dans la bouteille. On ne peut pas aborder tous les thèmes qu'il y a dans ce livre, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a évidemment, vous parlez de l'Europe, de l'échec de l'Europe, de la question de la nation, de la crise européenne, la souveraineté des religions, de l'école, de l'écologie. Il y a plein de sujets dans ce livre. Mais il y a aussi, vous insistez à plusieurs reprises dans ce livre sur la notion de dignité. Est-ce que le monde d'aujourd'hui ne respecte pas assez la dignité des individus ? C'est plus important que ça. Je vous disais, en pensant à la société industrielle, tout se jouait autour du travail, le profit, le salaire, la sécurité sociale, les lois sociales, etc. Nous avons pensé économie. Nous pensons encore économie. Ce que je vous dis, c'est que nous sommes en train de passer d'un pays qui, pendant 200 ans, a pensé que tout tournait autour de l'argent, en bien et en mal, à un pays qui maintenant met au premier plan ce qu'on appelle de plus en plus souvent l'éthique. Si vous vous baladez sur les routes du monde, qu'est-ce que vous entendez? Respectez ma dignité, ne m'humiliez pas, traitez-moi comme un être humain. Mandela disait ça, le pape François dit ça, tout le monde dans les rues et sur les montagnes parle un langage qui parle de l'être humain dans sa dignité, ce qui appelle aussi un retour à la notion de droit. Vous pouvez remarquer que nos fameux droits de l'homme, qui avaient un peu disparu dans l'époque industrielle, ça revient partout, tout le monde parle de ça. Merci Alain Touraine. On pourrait faire une émission d'1 heure avec vous sans problème. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 64 minutes. Je rappelle le titre de ce livre très important à lire, Le nouveau siècle politique aux éditions du Seuil. Merci à vous.